Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information ici en Provence-Alpes. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'incendie qui mobilise les pompiers depuis hier soir à Martigues. 248 hectares parcourus. Après une accalmie, réactivation du feu cet après-midi. Nous serons en direct avec Sonia Boujama pour faire le point sur les dernières informations dont nous disposons. Dans l'Est du Var, un collectif d'agriculteurs, commerçants, hôteliers, habitants et élus locaux relance le débat sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse, également appelée Ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur. Le sujet fait polémique depuis 35 ans. Demain soir, Alonso se produira au Stade Vélodrome. Le rappeur marseillais répétait aujourd'hui son show. Malgré la pression à la veille du concert, il a offert ce matin une séance de dédicace à 240 admirateurs. À la une de l'actualité nationale, la liberté après 20 ans de détention, dont 18 dans les couloirs de la mort pour Serge Atlaoui. Il avait été condamné à la peine capitale en Indonésie pour trafic de drogue, puis transféré et incarcéré en février en France. Il est sorti ce vendredi de la prison de Meaux, en région parisienne. Le Mistral n'a pas laissé de répit aux pompiers à Martigues. Le feu qui s'est déclaré hier en début de soirée n'est pas encore maîtrisé. D'importants moyens ont été déployés. Retour sur ces heures de lutte contre les flammes avec Adrien Gavazzi, Gaël Cara et Pauline Guigou. Ce soir encore, aux alentours de Martigues, des pompiers sur le front. 340 hommes, toujours engagés dans la bataille. Elle dure depuis maintenant 24 heures. Le plus dur est derrière eux. Mais il faut encore lutter contre une reprise de feu attisée par le vent, à grand renfort de Canadair. La superficie aujourd'hui est maintenue aux alentours d'un peu moins de 240 hectares. On travaille sur les lisières. On a des moyens aériens qui sont en cours. Tant qu'on a des moyens aériens qui travaillent sur ces lisières et sur ces points chauds, nous maîtrisons le feu dans son enveloppe. C'est vers 19h hier soir que le feu s'est déclaré à Martigues. Très vite, il progresse, ravageant la Pinède à une allure de 2 km/h. 120 habitations sont alors menacées, leurs occupants mis à l'abri. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit évacué. Comme il y avait beaucoup de fumée, que ça a pris de l'ampleur. C'est un feu que c'est la première fois que je vois ça. Aussi grand, c'est la première fois que je vois un feu aussi impressionnant. Ça fait peur. D'autant plus peur qu'il y a 5 ans, un terrible incendie avait déjà ravagé Martigues et ses environs. Cette fois, malgré des scènes de désolation, le bilan est plus rassurant. Seule une dépendance et un hangar agricole ont été endommagés. Vous avez toute la colline qui a pris feu, voilà. Là, en haut là-bas, ça fume encore. Évacué hier soir, ce riverain a pu regagner sa maison. Les flammes se sont arrêtées à quelques mètres. Je suis revenu ce matin, ils m'ont dit c'est bon, on pouvait passer. Et quand j'ai vu ça, bon, la maison elle est intacte, ça va. Si peu de dégâts, malgré la virulence de l'incendie. Un résultat dû aux moyens exceptionnels, engagés dès hier soir. Plus de 1000 pompiers déployés, 7 Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Nous avons eu beaucoup de chance au démarrage de l'incendie. D'abord parce qu'il y avait peu de feux concurrents, même si, et c'est important de le dire, pendant que nous étions à Martigues, pendant la journée d'hier, une trentaine de feux ont été gérés par le SDIS au même moment, ce qui vous montre à la fois la puissance d'engagement, mais en même temps la réalité du quotidien qui est le nôtre. Et malgré les circonstances, seuls 2 pompiers ont été légèrement blessés, intoxiqués par les flammes. Il n'y a aucune victime parmi la population. On va maintenant retrouver à Martigues Sonia Boujama. Sonia, on l'a entendu, le feu a repris de la vigueur cet après-midi. Quelle est actuellement la situation ? À l'heure où je vous parle, le feu est contenu, mais la prudence reste de mise. Cet après-midi, l'incendie a connu une reprise attisée par un vent qui souffle à plus de 40 km/h. 8 hectares supplémentaires sont partis en fumée, portant à 248 hectares brûlés au total. Sur le terrain, des renforts importants, plus de 350 pompiers mobilisés, épaulés par une centaine d'engins au sol. Toute cet après-midi, nous avons assisté à un balai incessant des 4 Canadair et du bombardier d'eau qui ont effectué des largages pour tenter d'éteindre l'incendie. 120 habitations ont été menacées, mais épargnées. Ce soir, les soldats du feu sont encore sur le front. La vigilance reste de mise. Demain, le vent soufflera moins fort, une légère amélioration au niveau de la météo, mais le département des Bouches-du-Rhône reste en vigilance orange avec un risque élevé d'incendie.
Merci beaucoup Sonia. Dans l'est du Var, ce n'est pas le feu qui pourrait détruire des parcelles agricoles et viticoles, mais une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Marseille et Nice. Le projet fait polémique depuis des décennies. Les opposants se remobilisent. Reportage d'Ali Ben-Bournan et Emmanuel Félix. Ces vignes, Renaud de Saint-Seine en a hérité, mais surtout il les connaît depuis tout petit. C'est ici qu'il a appris le métier de vigneron, qu'il a aimé le vin également. Le simple fait d'imaginer une ligne TGV en plein milieu de son domaine est pour lui un véritable cauchemar. Le tracé prend la grande majorité de la propriété et jusqu'aux vignes que vous pouvez apercevoir derrière vous. Évidemment, je le prends personnellement parce que c'est ma propriété, la propriété de ma famille qui est impactée. Je vois aussi ce que ça représente en termes de destruction de biodiversité, de destruction de nature. Il en reste si peu dans l'Est varois. La ligne haute vitesse. C'est donc un nouveau collectif anti-ligne à haute vitesse qui s'est monté dans le Var autour de Puget-sur-Argence et Saint-Raphaël. Vignerons, commerçants, hôteliers qui souhaitent relancer le débat sur ce projet. Pourquoi vouloir implanter un tel projet aux Esterets du lac ? C'est une aberration parce que du jour au lendemain, ce moulin va disparaître. Nous ne sommes absolument pas opposés au train, puisque le train, c'est quand même un mode de transport décarboné. Et au contraire, nous essayons de promouvoir le train, qui aujourd'hui, au contraire, est de moins en moins accessible dans les zones rurales comme les nôtres. Ce projet de ligne à grande vitesse, c'est le serpent de mer de notre région. En 2011, une grosse manifestation avait marqué les esprits à Toulon. L'idée, elle, a été lancée en 1990, relancée en 2005 et toujours débattue en 2025, sans que le tracé définitif ne soit clair. Rien n'est décidé, aucun tracé n'est décidé, mais tout ça va évidemment avoir lieu dans les années qui viennent. On va avoir plus de trains, plus de régularité et un meilleur confort de transport ferroviaire sur ces territoires. Un flou que ces professionnels dénoncent. Les raisins de la colère, feuilleton qui dure depuis 35 ans, n'est donc pas prêt de disparaître. Et sur les routes, nouveau week-end de départ en vacances et donc des embouteillages en perspective. Demain, c'est rouge dans le sens des départs sur tout l'Hexagone et dans le sens des retours. C'est également rouge sur le pourtour méditerranéen et dans le quart nord-ouest du pays. Comment lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur les plages ? Depuis 3 ans, la ville de Marseille a lancé une application baptisée Safer Plage. Victime ou témoin d'une agression, il suffit d'appuyer sur un bouton d'urgence. Des médiateurs et médiatrices patrouillent également sur le littoral. Reportage d'Adrien Gavazzi et Valérie Bourg. Offrir aux femmes une oasis de sécurité sur les plages de Marseille. Une mission du quotidien pour ces jeunes médiatrices. Excusez-moi, on peut vous déranger 2 petites minutes ? Chargées d'interpeller les vacanciers sur les violences sexistes et sexuelles. Ça concerne les personnes victimes, mais aussi des personnes qui peuvent être témoins. Ça peut être des remarques même sur le physique ou le maillot de bain ou le corps des gens. On a eu pas mal cette année d'attouchements dans l'eau aussi non consentis. Informer, mais aussi agir. Il y a quelques jours sur cette plage, la police est intervenue pour des faits d'attouchement sur mineurs. Les victimes ont aussitôt pu lancer l'alerte grâce aux médiatrices. Elles avaient réussi à prendre en photo leur agresseur un peu en scred. Du coup, elles nous ont montré la photo. Nous, on a repéré l'agresseur. Elles ont confirmé la personne. Et du coup, on a gardé un visu sur la personne le temps que les forces de l'ordre arrivent. Le mois dernier, 40 signalements de violences sexistes et sexuelles ont été relevés sur les plages de Marseille. Ici, chaque femme ou presque en a déjà fait l'expérience. Personnellement, oui. Même dans l'eau. Parfois, des personnes qui nous suivent dans l'eau ou qui nous attouchent dans l'eau. C'est vrai qu'on se sent un peu seul parce que les personnes autour, ils prêtent pas forcément attention. Moi, par exemple, j'aime bien aller à la plage toute seule et je le fais pas parce que je me sens pas en sécurité. Parce que je sais que forcément, il y aura des regards, des mots peut-être déplacés. Avec son dispositif baptisé Safer Plage, unique en France, la ville de Marseille, qui recrute chaque été une quinzaine de médiateurs et de médiatrices, espère faire reculer ces violences. On savait que 55% des femmes ne voulaient plus aller à la plage toutes seules, que plus d'une femme sur 3 avait déjà été harcelée sur la plage entre 18 et 34 ans. Il faut que ça s'arrête. En complément du travail de médiation, une application pour smartphone a été mise en place. Elle permet de dénoncer une agression en quelques clics et en toute discrétion. De l'écrivain manusquin Jean Giono, on connaît l'homme qui plantait des arbres. Et bien dans les Bouches-du-Rhône, à la Fare-les-Oliviers, il y a l'homme qui plante des pins d'Alep. Depuis 1981, Thierry Alonso
reboisent les collines, notamment celles qui ont brûlé, grâce aux pignes qu'ils collectent au printemps. Reportage réalisé avec Valérie Bourg. Ces pins d'Alep mesurent une quinzaine de mètres. Quand Thierry Alonso les a plantés, il tenait dans un pot de yaourt. Au chômage au début des années 80, c'est en se promenant sur une colline calcinée que l'idée a germé. Replanter des arbres comme il l'avait fait gamin lors d'une sortie scolaire. Je suis parti avec 18 graines au départ et aujourd'hui on est là avec plus de 30 000 petits pins plantés en colline. C'est qu'une goutte d'eau sur l'océan, mais c'est magnifique parce que ces arbres donnent de l'oxygène, ça redonne l'équilibre aux animaux, aux insectes qui reviennent. Seul, il débroussaille, creuse, plante, arrose, surveille depuis une quarantaine d'années. Même pas découragé quand en août 1989, le feu dévore la moitié de sa plantation, soit 5000 pins d'Alep. Elle sera bonne l'année prochaine. Inlassablement, à chaque printemps, ce policier municipal à la retraite fait sa récolte de pignes. Dans ce bac, il en stocke environ 3000. Ce sont elles qui délivreront les graines des prochaines plantations, de quoi reboiser 400 hectares. Ces pignes, on voit qu'on est au mois de juillet, elles commencent à s'ouvrir, pas toutes, mais elles commencent à s'ouvrir. Et on peut s'apercevoir que quand je les retourne, les graines commencent à tomber. Ça me servira soit pour faire des semis pour les naissances, ou soit pour les replanter dans les endroits brûlés. Sur cette parcelle incendiée à 2 reprises, plus rien ne repoussait. Alors, avec son fils aîné, Thierry Alonso a pris l'initiative de recréer une pinède. Avec l'expérience, il prend garde à davantage espacer les arbres. Ce que vous voyez derrière, là, j'ai écarté les arbres pour les incendies. Et j'ai fait des pare-feux de 10 mètres de chaque côté, parce que quand le feu va venir, c'est 600 degrés qui arrivent. Donc il faut les protéger, ces arbres. Animé par l'amour de la nature et l'envie d'être utile, ce passionné a proposé ses services bénévoles à la commune du Rove. Il espère que ces graines de pin d'Alep contribueront au reboisement des 75 hectares ravagés au début de ce mois de juillet. On en vient à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, avec tout d'abord la libération de Serge Atlaoui, 20 ans après son arrestation et sa condamnation à mort en Indonésie pour trafic de drogue. En février dernier, il avait été transféré dans une prison française. Odile Longueval, Alexandre Allais et Thomas Guéry. Il était condamné à mort en Indonésie il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, Serge Atlaoui, 61 ans, est un homme libre, dans les bras de son avocat. Ah, c'est beau le cerf, surtout quand on le voit de cette manière-là. Absolument, absolument. Sourire aux lèvres, il est sorti de la prison de Mo, où il avait été transféré après 20 ans de réclusion en Indonésie pour trafic de drogue. 20 ans qu'il attendait sa remise en liberté. Très heureux. Très heureux. Il était temps, ça fait 20 ans. Jamais j'aurais cru que ça serait arrivé, quoi. En 2005, le soudeur originaire de Metz est interpellé dans une usine près de Jakarta, où des dizaines de kilos de drogue sont retrouvés. Accusé d'être le chimiste d'un réseau de trafiquants, il est condamné à mort. Lui clame son innocence. Il assure qu'il pensait travailler pour une usine d'acrylique. La France, elle, ne l'innocente pas, mais elle exige son rapatriement. Sa libération est l'aboutissement de 20 ans de pression diplomatique et d'un long combat judiciaire. C'est très, très, très émouvant, évidemment. Et puis imaginez qu'il y a quelques années, il était au bord de la mort, que son cercueil avait été fabriqué, qu'on nous annonçait déjà qu'il allait être exécuté. Premier pas vers sa libération, Serge Atlaoui était rapatrié en France en février. Sa peine de mort était alors commuée en 30 ans de réclusion. Mais il bénéficie aujourd'hui d'une libération conditionnelle, un soulagement pour sa famille. Après autant d'années d'avoir vécu dans le couloir de la mort et de se dire qu'il est de retour, qu'il va être auprès de nous à nouveau dans notre quotidien, c'est tellement incroyable que je le réalise sans le réaliser. C'est dans l'intimité, à l'abri des caméras, que Serge Atlaoui a passé le reste de sa première journée de liberté auprès des siens. Faut-il abaisser l'âge du droit de vote ? La Grande-Bretagne vient de franchir le pas, ce sera à 16 ans. Alors faut-il s'en inspirer en France ? Emmanuel Macron n'était pas fermé à l'idée. Jocelyn Azot, Benoît Chavat et Marie Nimsgern. À 16 ans, on peut travailler, s'engager, être en conduite accompagnée, mais pas encore voter. Certains de nos voisins ont déjà franchi le cap. Au Royaume-Uni, mais également en Belgique et en Allemagne, seulement lors des élections européennes. En France,
l'idée continue de faire débat, même chez les principaux intéressés. Je pense que 16 ans, quand même, c'est un assez bon âge. Ça représente quand même plutôt l'entrée au lycée. Et ça, c'est l'entrée, entre guillemets, dans la vie adulte. Je pense que la plupart des personnes à 16 ans, ils ne sauront pas vers quoi se diriger. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée, parce que je ne suis pas sûre que des jeunes de 16 ans soient assez mûrs pour prendre des décisions aussi importantes. Une telle réforme transformerait 1,6 million de jeunes en électeurs potentiels. Le but ? Remobiliser face à une participation en chute constante. Lors des dernières municipales, seuls 28% des 18-24 ans sont allés voter. En 2019, Emmanuel Macron s'était dit prêt à y réfléchir. Tous les jeunes qui pensent qu'il faut mettre le droit de vote à 16 ans, allez déjà voter quand vous en avez 18. Pour moi, le cœur de la bataille aujourd'hui, c'est l'abstention. Les partisans de l'abaissement du vote à 16 ans y voient une occasion pour redynamiser la vie politique et faire émerger d'autres thèmes de campagne. L'écologie, le climat, des questions liées à l'éducation, à la santé mentale, au numérique. C'est des sujets qui aujourd'hui sont sous-représentés dans les campagnes. Une incertitude demeure, à qui profiteraient ces nouveaux électeurs ? Pour l'instant, les instituts de sondage ne testent pas cet électorat. L'Union européenne vient d'adopter un 18e paquet de sanctions contre la Russie en guerre contre l'Ukraine. Il prévoit notamment un abaissement de 15% du prix du pétrole russe autorisé à l'exportation. La France salue une décision sans précédent. Quant à la Russie, elle affirme qu'elle fera tout pour minimiser les conséquences. C'était aujourd'hui la 13e étape du Tour de France avec un contre-la-montre dans les Hautes-Pyrénées. 10,9 km de montée, une étape courte mais intense que nous racontent Grégory Naboulet, Benjamin Poulain et Olivier Gardette. Ce soir, le journal du Tour vous emmène dans la pente, celle de Péragude, mais aussi avec ceux qui bichonnent les vélos. Voici l'épisode 13. Comme l'impression de passer la journée de travers. La rampe finale de l'étape du jour a réchauffé les mollets des spectateurs du Tour. Très dur. Et encore, je ne viens pas d'en bas quand même, je suis un du milieu. Les 400 derniers mètres de l'altiport de Péragude sont réputés pour freiner même les plus motivés. Des passages à 16%, où l'on voit les coureurs grimacer. L'effort est violent, le souffle souvent coupé. Wow. Bah oui, ils ont du mal, vous vous rendez compte? On est hors catégorie, là, on est sur la Lune, mais j'ai souffert pour monter, et eux, ils souffrent. On sent que les encouragements permettent de terminer les 50 derniers mètres pour certains, qui se remettent en danseuse. On voit que là, bon, on leur apporte une petite aide. Certains ont même dû zigzaguer pour atteindre la ligne d'arrivée. La pente n'est pas toujours facile à apprivoiser, alors autant s'amuser. Lui donne vraiment l'impression de s'amuser, une impression de facilité. Tadej Pogačar remporte ce contre-la-montre de 11 km, déjà sa 4e victoire sur le Tour. Sur lui, la pente n'a pas le même effet. Il compte ce soir 4 minutes 07 d'avance sur Jonas Vingegaard, 2e de l'étape, 2e du général. C'est une scène quotidienne après chaque étape sur le parking de l'hôtel. Un tête-à-tête entre le mécano et le vélo. Les gens s'occupent de dégraisser tout ce qui est chaîne, dérailleur, plateau, pédalier, tout ça. Après on rince et puis après on fait tout ce qui est shampouinage du vélo. L'équipe française de Kevin Vauquelin compte 4 mécaniciens. Tous savent que leurs gestes participent aux performances. Si le coureur est embêté en course derrière, ça crée de la tension, ça crée du stress aussi pour le coureur. Un spectacle qui attire toujours les curieux. Finalement, j'ai été très étonnée par la beauté des vélos et justement par ces hommes qu'on ne voit jamais et qui font un travail formidable. Simon Lepoitvin, 27 ans, a été coureur amateur. Aujourd'hui, il veille sur ses vélos rangés au cordeau. Là, on est sur 24 vélos pour une seule étape. Et en haut, on va retrouver toutes les roues de dépannage qu'on va retrouver dans les voitures et toutes les roues pour les assistants également pour demain. Et demain, la route monte encore. Dernière grande étape pyrénéenne entre Pau et Superbannière. Côté football, on l'a appris cet après-midi, c'est le vendredi 15 août que l'OM ouvrira le championnat de Ligue 1 en jouant au Stade Rennais. Après Jul et Ayam, c'est au tour d'Alonso de se produire au Stade Vélodrome. Ce sera demain soir. Le rappeur marseillais répétait aujourd'hui et il a offert une séance de dédicace à ses fans. Reportage de Camille Bossard et Sylvie Garat.
Qu'importe la météo, faut que je plane. J'aime être stone comme le monde. 240 fans ont pu approcher Alonso, leur capot. Son concert au stade Vélodrome affiche complet. La pression monte, mais le rappeur marseillais a pris le temps de la rencontre. Quand j'ai vu la scénographie en réel, hier au répète, j'étais comme un enfant. Donc j'espère qu'on va tous rêver ensemble. Du plan d'A ou des quartiers nord au stade, ça prouve encore une fois que tout est possible. C'est ici que le jeune Cassim a grandi. À 12 ans, il commence la musique, puis intègre les psychiatres de la rime avec son cousin soprano. On est tous conscients du mal qu'on fait, on sait mais on fait. 8 albums solo plus tard, il a su se renouveler pour toucher les plus jeunes. Il faut savoir que quand même je suis issu, on va dire, d'un rap qui était beaucoup plus revendicateur et qui aujourd'hui est devenu, allez, on va dire, beaucoup plus dansant, beaucoup plus second, troisième degré. Et j'essaye de m'adapter à la nouvelle génération, mais avec mes fondations. Aujourd'hui, son public va de 7 à 77 ans. Il débarque au Vélodrome des 4 coins de France et même d'ailleurs. Mais voilà, en plus on a pris le drapeau, petite signature, c'est réglé. Hein. La Belgique en force avec Zakaria. Chaque première ici au Vélodrome, on vient. Il a tout pour lui. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Les paroles, la musique, la prestance, il y a tout qui va en fait. Il a un personnage. Demain, on attend à être tout devant, le premier rang et à vivre le concert. Un show préparé minutieusement depuis des mois. J'ai la chair de poule, j'ai la pression, j'ai l'envie de bien faire, je me languis, voilà. 49 titres pour tenir le public en haleine. Parmi les invités, soprano bien sûr, et beaucoup d'autres talents marseillais. Direction à présent Saint-Rémy-de-Provence à l'occasion du 10e festival de Glanum qui se déroule jusqu'à demain sur le site archéologique du même nom. Des concerts en plein air et pour nous en dire plus sur la programmation, on retrouve Virginie Dubois et ses invités dans ce site historique. C'est ici qu'il y a 2000 ans, une tribu de Gaulois, les Saliens, créèrent un village, Glanum. Le village prospéra pendant 1000 ans et puis disparut. Et c'est en 1921 qu'un archéologue, Pierre Debrun, le redécouvrit. C'est ici également que depuis 10 ans s'est installé un magnifique festival, le festival de Glanum. Et à mes côtés, le directeur artistique, Mathieu Herzog. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quand même une chance de pouvoir jouer dans ce tel décor et de faire finalement revivre le forum qui était à l'époque un lieu de rencontre, un lieu d'échange, peut-être même déjà un lieu de musique. Sans doute, oui, peut-être. J'avoue que je n'ai pas forcément les connaissances historiques pour vous dire si vraiment c'était un lieu de musique, mais ça l'est redevenu en tout cas pendant quelques jours au mois de juillet chaque année pour ce festival de Glanum. Alors vous avez la direction de ce festival depuis cette année, mais avant vous y jouiez. Oui, j'ai dirigé plutôt, parce que je suis chef d'orchestre pour ma part, plusieurs années. Et puis l'année dernière, le conseil d'administration m'a confié la mission d'en prendre la direction artistique, pour mon plus grand bonheur, puisque c'est vraiment un outil fantastique de pouvoir produire des concerts dans un tel endroit. C'est vrai que le cadre est juste parfait pour les spectateurs, c'est un délice. Alors, 10 ans, c'est une date, donc c'est un petit défi pour vous, pour cette première année, de célébrer un anniversaire. Oui, mais qui a été finalement assez facile à remplir, puisqu'encore une fois, le lieu, la réputation du festival existe déjà. Donc finalement, je le reprends à un moment où déjà les choses sont très organisées. Notre président, qui s'appelle Claude Veil, a professionnalisé tout ça. On a un endroit qui est vraiment fait pour accueillir la musique et du coup... Alors pour nous faire rêver, la programmation d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Hier, nous avons eu donc l'Orchestre National d'Avignon-Provence qui avec Maxime Vegarov, qui est le plus grand violoniste de la planète à peu près, qui nous a fait la chance de venir, qui a été tellement impressionné, il m'a encore envoyé des messages aujourd'hui en me disant qu'il voulait revenir. Et aujourd'hui, nous avons une soirée Hollywood-Broadway avec les plus grands jazzmen français, mon orchestre et je dirige. Et demain, l'ONAP qui revient avec une soirée Mozart avec Pierre Génisson et Karine Day. Mais il reste très très peu de place. Bon, on prend note en tout cas pour l'année prochaine, si on ne peut pas venir ni ce soir ni demain. Exactement. Et on va se quitter, je vous propose, avec quelques notes de musique que nous offre le pianiste. Laurent Coulombe, absolument. Merci, bonne soirée. Par contre, c'est un diapason allemand. Allez, ça
Chaque soir, notre grand format ici en France vous emmène dans un lieu aux allures d'ailleurs. Direction la Normandie dans le département de l'Eure, à Pont-Audemer, une cité qui, contrairement à son nom, n'est pas située au bord de la mer et que l'on surnomme la petite Venise normande. Vous allez comprendre pourquoi avec Magali Nicolin, Pierre Léonard et Didier Meunier. Aujourd'hui, je vous emmène à Pont-Audemer. Cette commune de l'Eure est située à environ 1h15 de Giverny et des plages du débarquement et elle vaut assurément le détour. Construite entre deux bras de la rivière la Rille, elle a su garder un charme particulier grâce à ses venelles, ses maisons à colombage et ses canaux, à tel point qu'aujourd'hui on l'appelle encore la petite Venise normande et nous allons la découvrir ensemble. Bonjour Sylvie. Bonjour Magali. Pour quelle raison m'avez-vous donné rendez-vous ici? Eh bien, c'est un lieu emblématique de la petite Venise normande, bien sûr. Donc, nous avons les canaux, là, au bout de cette venelle. Qu'on entend. Voilà, ces petites venelles qui étaient des espaces publics, qui permettaient à chacun d'avoir accès à l'eau. Et Pont-Audemer, la ville, s'est construite ainsi entre les deux bras de la Rille, qui croisent ces canaux, ces rivières, qui, elles, passent dans l'autre sens du nord au sud. Et cette topographie, en quadrillage, finalement, n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Pont-Audemer, dès le Moyen-Âge, se développe autour de l'activité de la tannerie. Il y a une telle profusion d'eau que cette industrie s'impose et gagne en notoriété rapidement. On a Thierry Hermès qui vient se former au 19e siècle. C'est un jeune sellier harnacheur et il vient à Pont-Audemer parce que c'est là, il le sait, dans ses ateliers, qu'il aura la meilleure formation. Et donc, il va passer 6 ans à Pont-Audemer et puis regagner Paris ensuite. Et fonder la maison Hermès. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est là, il a besoin d'un petit peu de travaux. Voilà, il y a pas mal de choses encore qui sont... Là, on a cet hôtel particulier. Et là, on sent bien la fraîcheur, on est un peu à l'ombre, c'est très agréable. C'est très agréable, oui. Oui, c'est vraiment agréable de pouvoir se promener dans ces petites venelles toutes calmes et fraîches. Donc ici, lieu de passage pour les habitants de l'hypercentre. Ça permet, voilà, on coupe des raccourcis. Dans ces venelles, on remonte un peu le temps. Elles sont à l'abri des voitures, on a du bâtiment ancien, des maisons à colombage. Ce sont des lieux particulièrement prisés par les visiteurs, oui. Ouais. Et ce que les visiteurs apprécient également, c'est découvrir la ville en canoë. Y a quelqu'un? Cela offre un tout autre point de vue. Je voulais choisir une pagaie en fonction de la couleur qui vous plaît. Jaune comme le soleil, bleu comme mes yeux. Alors là, j'hésite maintenant. Allez, le soleil. C'est départ et arrivée ici, ça fait une boucle. Ça dure 1 heure, 3 km. Ok, bon, c'est faisable, hein. Et on est parti pour une belle balade. Dès qu'on va tourner à droite, on sera actif. C'est ce que les gens ils font le plus finalement, la balade en centre-ville, non? Oui, c'est ce qui ramène le plus de monde. Et beaucoup de touristes qui viennent pour la Venise normande. Nous aussi. Exactement. J'ai pris mon petit chapeau. Je me suis dit que je serais raccord avec le décor. C'est bien parce qu'à Pont-Audemer, en plus, il y a toujours du soleil. Ça, c'est vrai. On passe tranquille là sous les ponts, hein? Sur certains ponts, oui. D'accord. Pas tous. Non, t'inquiète pas. Non, mais c'est horrible. Allez, hop, je vais faire vite. Oh, j'aime pas du tout là. Oh punaise. Descente. Hop là. Ouais, j'adore. C'est toi le gouvernail en fait. Exactement. Si ça va pas droit, c'est que de ma faute. Allez, encore quelques petits coups de pagaie et je vais aller goûter la spécialité gourmande de Pont-Audemer. C'est en 1340 que le cuisinier de la cour, le célèbre Taillevent, a créé le mirliton. Une pâte à cigarette roulée garnie d'une crème pralinée et fermée aux extrémités par du chocolat. Nicolas Le Penant perpétue la tradition du mirliton. Vous arrivez au bon moment. C'est une pâtisserie que vous faites souvent?
Oui, on en fait tous les jours. Donc on est 4 ou 5 pâtissiers à faire le mirliton à Pont-de-Mer. En fait, on a une charte qu'on a signée avec la mairie. Et on a tous la même taille, le même prix de vente. Il n'y a que le goût qui change, parce que chacun a sa recette. Montrez-moi, Nicolas. Alors, Donc c'est maintenant où il faut aller vite. Hein. on prend le biscuit, on roule et on appuie fort. Et en fait, ça durcit vite, il faut se dépêcher. Tout à fait. Pour ça que généralement... Ah oui, on a les doigts qui chauffent. Je ne serais pas une bonne recrue, je crois. Non, ça va aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bah, je pense que c'est ce que je vais aller faire. Merci, Nicolas. Au revoir, bonne journée. Nous, on va continuer à profiter un peu des plaisirs sucrés de cette balade à Pont-de-Mer avec un pique-nique au bord de la Rille. Qui sait, on va peut-être rencontrer un gondolier. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, sur notre antenne, tout le sport, puis à 20h20, le feuilleton ainsi Grand Soleil, et à 20h50, l'Eurofoot féminin, quart de finale avec le match en direct Espagne-Suisse. Bonne soirée et à demain.